La salle d'audience était silencieuse, retenant son souffle comme nous tous. Emily Saunders était assise à la barre des témoins, les mains légèrement tremblantes sur ses genoux. Pendant 8 ans, personne n'avait entendu sa voix. Tout le monde croyait qu'elle ne pouvait ni parler ni entendre, que son monde était enfermé derrière un mur invisible de silence. Mais à présent, ses lèvres s'entr'ouvraient. « Je ne suis pas sourde », dit-elle d'une voix cassée, inconnue même à ses propres oreilles. « Je ne l'ai jamais été. » Des exclamations étouffées remplirent la salle. Sa mère, Lydia, fondit en larmes. Son père, Richard, fixait le sol, figé, pâle comme un fantôme. Émilie ne le quittait pas des yeux. Je ne pouvais tout simplement plus l'écouter. Chaque mot qu'il prononçait me blessait. Faire semblant de ne pas entendre était la seule façon de survivre. Pendant 8 ans, elle s'était construit un monde de silence, sa seule protection contre la prison émotionnelle dans laquelle elle vivait. Elle portait ce silence comme une armure, convaincue qu'un seul son, une seule réaction, pourrait briser son fragile bouclier. Personne ne savait ce qu'Émilie avait vraiment enduré, jusqu'à présent. Et à cet instant précis, en prononçant une seule phrase, elle ne s'est pas contentée de parler, elle s'est libérée. Ne manquez pas les histoires qui révèlent la force cachée en chacun de nous. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour rejoindre une communauté où chaque voix compte. Soyez le premier à découvrir le prochain voyage émouvant. Ne le laissez pas passer. Votre histoire a sa place ici. Restez avec nous. Avant le silence, il y avait la musique. Emily Saunders avait 8 ans lorsque le monde était encore rempli de sons. Elle vivait dans une modeste maison à 2 étages dans le nord de l'État de New York, dans un quartier calme où toutes les maisons se ressemblaient, mais cachaient chacune une histoire différente. Aux yeux du monde extérieur, la famille Saunders était parfaite. Richard, le père travailleur, Lydia, la mère douce, et Émilie, leur fille brillante et pétillante qui adorait chanter. Émilie avait une voix cristalline. Elle chantait le matin, fredonnait pendant ses devoirs et se produisait devant le miroir avec une brosse à cheveux en guise de micro. La musique était son refuge, l'endroit où elle se réfugiait lorsque le monde lui semblait trop grand ou trop calme. Son rêve était simple, être entendue, se tenir sur scène et sentir l'écho de sa voix toucher le cœur de quelqu'un. Mais chez elle, la voix d'Émilie n'apportait aucune joie. Son père, Richard, n'avait aucune patience pour le bruit, surtout pas pour les chansons d'une petite fille. Il appelait cela du vacarme et lui disait de se taire, de se comporter comme une jeune fille bien élevée. Les réprimandes ont commencé par des mots durs, mais ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était aussi la façon dont il le disait. Froidement, calculé, sans appel. Lydia essayait d'adoucir les choses. Elle murmurait à Émilie au moment du coucher « Chante quand il n'est pas là » ou « Chante plus doucement ». Mais Émilie voyait bien la peur dans les yeux de sa mère. Lydia n'était plus que l'ombre de la femme qu'elle avait été, dérivant dans la vie, prenant soin de ne pas faire de vagues. Émilie apprit très tôt à lire les humeurs, à éviter les tensions, à étouffer son rire avant qu'il ne devienne trop fort. Pourtant, elle s'accrochait à sa voix, cachant des chansons dans sa tête, murmurant des mélodies dans son oreiller la nuit. Mais chaque jour, cela devenait plus difficile. Le regard de son père s'attardait davantage. Ses silences devenaient plus lourds. Ses mots, lorsqu'il les prononçait, étaient plus blessants. La chaleur de la maison s'estompait, remplacée par une pression froide et invisible. Un poids qui pesait sur la poitrine d'Émilie, même lorsqu'elle souriait. Et puis, un jour, la pression est devenue trop forte. La musique s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Le rêve d'Émilie n'était pas grandiose. Ce n'était pas la gloire ou l'argent. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, la liberté. La liberté de chanter quand elle le voulait, d'exprimer sa joie sans crainte, d'être pleinement elle-même. C'est à l'école qu'elle a goûté pour la première fois à cette liberté. Madame Donna Blake, son enseignante de CE2, était le genre d'adulte qui remarquait les choses. Elle voyait les yeux d'Émilie s'illuminer quand la musique jouait. Elle l'invita à participer au spectacle de l'école, l'encourageant gentiment avec une chaleur qu'Émilie ressentait rarement à la maison. Émilie a choisi une chanson douce et pleine d'espoir, une chanson qui parlait de surmonter la tempête. Elle s'est entraînée après l'école dans des salles de classe vides, sa voix devenant chaque jour plus assurée.
Pour la première fois, elle se sentait vue, pas seulement regardée, mais vraiment vue. Le soir du spectacle est arrivé. Lydia est venue, assise au dernier rang avec un sourire tendu. Richard n'est pas venu. Il disait que les événements scolaires étaient une perte de temps. Mais quand Émilie monta sur scène, le monde changea. Elle chanta comme si elle mettait tout son cœur dans sa voix. Le public, composé d'élèves, de professeurs et même de quelques parents, se leva pour l'applaudir. Madame Blake applaudissait les larmes aux yeux. Émilie regarda dans le public et vit sa mère sourire, vraiment sourire, pour la première fois depuis des mois. À ce moment-là, Émilie crut que sa voix avait peut-être un pouvoir, que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas invisible. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, encore rayonnante de la veille. Elle sautilla dans la cuisine, la médaille du spectacle serrée dans sa main. « Papa, j'ai chanté hier soir », dit-elle en brandissant le ruban. Tout le monde s'est levé. Ils m'ont applaudi. Richard ne leva même pas les yeux de son journal. « Tu t'es ridiculisé », marmonna-t-il. « Ne perds pas ton temps à poursuivre des rêves qui n'ont aucune importance. » Émilie se figea. « Quoi ? J'ai dit que tu étais ridicule. Chanter n'est pas un avenir, ce n'est que du bruit. Apprends quelque chose d'utile. » Il n'éleva pas la voix, il ne cria pas, mais ses mots lui tombèrent dessus comme des briques, lourds, écrasants, définitifs. Émilie baissa sa médaille. Son sourire s'effaça. Elle acquiesça silencieusement et sortit de la cuisine, les pas lents, les épaules affaissées. Cet après-midi-là, elle ne chanta pas. Cette nuit-là, elle ne fredonna pas. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, les applaudissements de la veille s'estompant en un écho creux. Une partie de son rêve venait d'être enterrée par l'homme qui était censé le protéger. Cela s'est produit 3 semaines plus tard. Émilie était inhabituellement silencieuse à l'école. Madame Blake l'avait remarqué, mais Émilie avait simplement souri et répondu qu'elle était fatiguée. Ce n'était pas le cas. Elle se recroquevillait à l'intérieur. Un soir, Émilie était assise sur le sol du salon, travaillant ses devoirs tout en fredonnant doucement. C'était à peine audible, une mélodie qu'elle ne pouvait s'empêcher de laisser échapper. La musique avait toujours été son réconfort, son instinct, son ami. Elle n'entendit pas les pas de Richard avant qu'il ne soit trop tard. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ce bruit ?» Émilie sursauta et se retourna lentement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. »« Tu ne voulais pas ?» rétorqua-t-il sèchement. « Tu n'écoutes pas, tu es peut-être stupide ou sourde. » Il sortit en claquant la porte de son bureau. Émilie resta figée, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. Ses mots résonnaient plus fort que n'importe quel cri. Elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Elle ferma la porte. Elle s'assit sur son lit et elle prit une décision. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lydia lui posa une question. Émilie ne répondit pas. Lydia répéta sa question. Émilie continua de fixer le vide devant elle. Richard haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, tu fais semblant de ne pas entendre ?» Émilie ne broncha pas. Il agita la main devant son visage. Aucune réaction. Et ce fut tout. Le début du silence. Les jours passèrent, puis les semaines. Émilie ne répondait à personne. Les professeurs contactèrent ses parents. Les médecins lui firent passer des examens. Mais rien de physique ne fut détecté. Ils parlèrent de traumatisme psychologique, de mutisme sélectif, peut-être une réaction au stress. Richard ricana. Elle veut juste attirer l'attention. Mais au fond d'elle-même, Émilie savait ce qu'elle faisait. Si elle n'entendait pas, on ne pouvait pas lui en vouloir. Si elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas être blessée. Elle ne faisait pas semblant d'être sourde. Elle créait un bouclier, un monde où ses mots ne pouvaient pas l'atteindre. Une forteresse faite de silence. L'école s'est adaptée. Elle a été transférée dans une autre classe, réservée aux élèves ayant des besoins particuliers. Son monde est devenu plus petit, plus calme, mais plus sûr, d'une manière tordue. La nuit, Émilie s'allongeait dans son lit et écoutait les craquements de la maison, les pleurs de sa mère derrière la porte fermée, les murmures colériques de son père dans une autre pièce. Elle entendait tout, mais elle ne répondait à rien. Et personne, pas même Lydia, ne savait que son silence n'était pas un symptôme. C'était un choix qui, selon Émilie, était peut-être la seule chose qui la maintenait en vie. Le silence
est devenue une routine. À l'école, Émilie a été placée dans un programme pour élèves malentendants. Elle a appris les bases de la langue des signes, mais ne l'utilisait que lorsque c'était nécessaire. Elle observait le monde de loin, répondant par des hochements de tête, des clignements des yeux et parfois par un silence total. Ses professeurs ont essayé de communiquer avec elle, mais elle les tenait à distance. La distance lui procurait un sentiment de sécurité. À la maison, c'était pareil, voire pire. Richard, convaincu que son silence n'était qu'une phase ou une comédie, se moquait constamment d'elle. « Tu joues toujours les muettes ?» lui disait-il avec un sourire narquois. « Ça doit être sympa de ne pas avoir à répondre. » Lydia restait en retrait, fragile et effrayée, faisant juste ce qu'il fallait pour maintenir la paix, mais jamais assez pour la protéger. Émilie avait cessé d'attendre quoi que ce soit d'elle. À 12 ans, Émilie ne se sentait plus comme une enfant. Elle avait l'impression d'être un fantôme dans sa propre vie, présente, mais invisible. Elle avait cessé d'essayer de se faire des amis. À la récréation, elle s'asseyait seule sous le chêne, derrière l'école, et traçait des mots dans la terre avec ses doigts, des mots qu'elle ne prononcerait jamais à voix haute. Parfois, elle composait des chansons dans sa tête, des mélodies entières, sans aucun son. Elle s'imaginait à nouveau sur scène, mais cette fois le public était vide. Personne pour l'écouter, personne pour l'applaudir. Sa voix lui manquait, elle se manquait à elle-même. Un jour, une nouvelle élève nommée Jasmine est arrivée dans sa classe. Elle était brillante, curieuse et parlait couramment la langue des signes. Jasmine s'est présentée à Émilie avec un grand sourire et des mains qui bougeaient rapidement. Émilie a cligné des yeux, perplexe. Jasmine a ralenti et a éplé avec ses doigts. « Salut, je m'appelle Jasmine. On peut être amis ?» Émilie n'a pas répondu. Mais Jasmine a persévéré. Chaque jour, elle lui faisait signe, s'asseyait à côté d'Émilie à la cantine, lui faisait parfois des blagues idiotes en langue des signes ou dessinait des petits dessins dans son cahier qu'elle lui passait par-dessus la table. Au début, Émilie ignorait tout cela. Puis, petit à petit, elle a commencé à lui rendre ses signes de tête. Puis, elle a esquissé un petit sourire. Puis, elle a répondu par écrit « D'accord ». Pour la première fois depuis des années, Émilie sentait que quelqu'un venait vers elle sans essayer de la faire sortir de son silence. Pourtant, la peur ne la quittait pas. À la maison, son père restait imprévisible. Un soir, il l'a surpris en train de regarder une vidéo YouTube d'une fille qui chantait « Tu n'as pas besoin de ces conneries », marmonna-t-il en lui arrachant la tablette des mains. « Ça ne sert à rien de rêver quand on est brisé. » Émilie ne broncha pas. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, respirant à peine. Elle se souvenait de la scène, de son ruban, des applaudissements, des mots qu'il avait utilisés pour tout détruire. Elle avait envie de crier, mais elle ne le fit pas, elle ne pouvait pas encore. Quand elle eut 13 ans, son école organisa un autre spectacle. Jasmine s'inscrivit et invita Émilie à venir la voir. Émilie refusa en secouant la tête, mais elle s'y rendit quand même, se cachant dans le couloir près des portes du gymnase. Elle regarda Jasmine chanter, la même chanson qu'Émilie avait chantée autrefois. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était comme si son passé reprenait vie, beau, douloureux et hors d'atteinte. Jasmine l'aperçut dans la foule. Elle lui sourit. Et Émilie lui rendit son sourire. Plus tard dans la nuit, elle a retrouvé un de ses vieux cahiers enfoui au fond de son placard. Poussiéreux, usé, rempli de paroles griffonnées et de rêves d'enfant. Elle l'a ouvert et a lu la première page. « Je veux chanter si fort que même les étoiles s'arrêteront pour m'écouter. » Sa main tremblait. Puis, elle a pris un stylo. Et pour la première fois depuis des années, elle a écrit une nouvelle chanson. Mais elle n'a toujours pas parlé, pas encore. Le silence n'était plus seulement une habitude, c'était son identité, son bouclier, sa malédiction. Et cela la tuait à petit feu. Si l'histoire d'Émilie vous touche profondément, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre voix pourrait résonner dans le silence de quelqu'un d'autre. Parfois, la guérison commence lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Qu'auriez-vous fait à sa place? Tout a commencé avec un livre.
Un après-midi, alors qu'Emily rangeait son sac après les cours, Madame Blake s'est approchée d'elle discrètement. Elle lui a tendu un petit livre de poche usé. « Ça pourrait te plaire », lui a-t-elle dit en le posant délicatement sur le bureau d'Emily. Le titre était simple, « Le courage de parler ». Emily n'a pas réagi au début, mais elle l'a glissé dans son sac à dos sans lever les yeux. Ce soir-là, sous les couvertures, à la lumière d'une lampe de poche, elle a ouvert la première page. À l'intérieur de la couverture, il y avait une note manuscrite. « Ta voix n'a pas disparu. Elle attend juste le bon moment. » DB, Emily a senti sa poitrine se serrer. Elle lut le premier chapitre, puis le deuxième. Ce n'était pas exactement l'histoire de quelqu'un comme elle, mais cela parlait de la peur, d'une personne qui avait perdu sa voix, au sens propre comme au figuré, et qui avait dû se battre pour la retrouver. Emily se reconnaissait dans chaque phrase, comme si quelqu'un avait puisé dans son silence et l'avait traduit en mots. Elle dormit peu cette nuit-là. Le lendemain, elle se remit à écrire. Pas des chansons, pas encore, juste des pensées, des fragments de sentiments, des questions qu'elle ne savait pas poser. Qui suis-je si je ne peux pas m'exprimer? Et si ma voix détruit tout à nouveau? Est-ce que je veux vraiment être entendue? Elle ne montra ses pages à personne. Mais elle écrivait tous les soirs. Jasmine remarqua le changement. « Tu sembles plus légère », lui dit-elle un après-midi. Emily ne répondit pas, mais elle sourit. Le tournant suivant eut lieu une semaine plus tard. Emily passa devant la salle de musique et s'arrêta à la porte. Un piano jouait doucement à l'intérieur. Elle se pencha, attirée par le son. Un professeur remplaçant répétait seul. Sans réfléchir, Emily entra et s'assit tranquillement au fond. Le professeur ne la remarqua pas tout de suite, mais finit par lever les yeux. « Tu aimes la musique ?» Emily acquiesça lentement. Il sourit. « Tu veux essayer ?» Elle se figea. Il attendit. Elle secoua la tête. « D'accord, » dit-il gentiment. « Peut-être la prochaine fois. » Ce soir-là, Emily ressortit son vieux cahier. Elle le feuilleta jusqu'à la dernière page et commença à écrire des paroles. Ses mains bougeaient rapidement, presque frénétiquement, comme si les mots avaient toujours été là, enfouis en elle. Elle n'était pas encore prête à les chanter, mais elle était prête à les mémoriser. Elle commençait à croire qu'elle avait encore une voix. Elle n'avait pas disparu. Elle était enfouie. Et maintenant, lentement, Emily la déterrait. Tout avait commencé par un signe de tête. Un matin, Jasmine fit signe à Emily de l'autre côté de la cafétéria, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, au lieu de son sourire timide habituel, Emily leva la main et lui répondit. Un petit geste, mais pour elle, il avait une importance capitale. Jasmine s'est illuminée. Elle s'est approchée et s'est assise à côté d'elle. Elle n'a pas posé de questions. Elle est simplement restée assise là, signant quelques mots ici et là, faisant des blagues avec des expressions faciales exagérées, dessinant des animaux dans son cahier. Emily a ri silencieusement. Puis, sans vraiment réfléchir, elle a pris son stylo et a écrit « Ce chat ressemble à Monsieur Hale ». Jasmine a éclaté de rire. À partir de ce moment, quelque chose a changé. Emily a commencé à répondre davantage. Elle écrivait, acquiesçait, réagissait. C'était prudent, hésitant, mais réel. Ses barrières n'étaient pas tombées, mais elles se fissuraient. Et à travers ces fissures, quelque chose grandissait. À l'école, Madame Blake l'a remarqué aussi. Elle n'a jamais insisté, mais elle a fait de la place. Elle a laissé des livres sur le bureau d'Emily avec des post-it sur lesquels était écrit « J'ai pensé à toi ». Elle proposait à Emily de rester après l'école pour faire du dessin, un endroit où Emily pouvait être, et pas seulement exister. Emily a commencé à passer du temps dans la salle de musique pendant les heures libres. Elle ne chantait pas, mais elle s'asseyait près du piano, fredonnant parfois doucement quand il n'y avait personne. Elle posait sa main sur le bois, sentant la vibration des notes. Ce n'était pas un son, c'était une présence. Elle trouvait là un étrange réconfort. À la maison, les choses étaient plus compliquées. Les soupçons de Richard avaient recommencé à refaire surface. Il claquait les portes, faisait tomber des objets, élevait soudainement la voix, testant ses réactions. Emily apprit à masquer ses instincts. Elle s'entraîna à rester immobile, à ne pas broncher, à être impénétrable.
C'était épuisant, mais nécessaire. Lydia restait distante mais observatrice. Émilie se demandait souvent si sa mère savait, si elle avait toujours su, mais elle ne lui avait jamais posé la question. Aucune des deux ne l'avait fait. Un soir, Jasmine avait donné à Émilie un petit paquet cadeau. « Pour toi », avait-elle signé. À l'intérieur, il y avait une paire d'écouteurs et un petit lecteur de musique. Il contenait déjà des chansons, de la vieille pop, du soft rock, quelques morceaux instrumentaux. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle les mit dans ses oreilles ce soir-là, allongée sous les couvertures, et appuya sur « play ». La musique l'emplit à nouveau. Elle ne pleura pas. Pas au début. Elle ferma simplement les yeux et écouta. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à espérer. Son silence n'était plus seulement un bouclier, il devenait un pont. L'espoir n'était pas sans crainte. À mesure qu'Émilie s'ouvrait davantage à l'école, le poids du mensonge à la maison devenait plus lourd. Richard était devenu plus vif, plus vigilant. Il applaudissait bruyamment derrière elle ou l'appelait de manière inattendue. À chaque fois, Émilie gardait le visage impassible, le corps immobile, mais les fissures dans son jeu commençaient à apparaître. Un soir, il fit tomber un verre dans la cuisine. Le bruit fut soudain et fort. Par réflexe, Émilie tourna la tête vers le bruit. Richard a plissé les yeux. Il n'a rien dit, mais elle l'a senti. Il savait. Le lendemain, à l'école, elle était à nouveau silencieuse. Jasmine l'a remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui a-t-elle demandé en langue des signes. Émilie a hésité puis a griffonné. Il se doute de quelque chose. Jasmine a pris un air grave. Elle a signé lentement, fermement. « Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Cet après-midi-là, Émilie a pris le plus grand risque de sa vie. Elle écrivit une lettre à Madame Blake. Elle était courte, brute, honnête. « Je peux entendre. J'ai toujours pu. J'ai seulement arrêté d'écouter pour ne pas m'effondrer. » Elle l'attendit à Madame Blake avant de s'enfuir, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse son secret. Le lendemain matin, Madame Blake l'attendait à la porte de la classe. Elle ne dit rien, se contentant de poser doucement une main sur l'épaule d'Émilie. Puis elle murmura « Merci ». La même semaine, un conseiller du district scolaire vint rencontrer Émilie. Ils ne la pressèrent pas. Ils lui posèrent des questions auxquelles elle pouvait répondre par oui ou par non. Ils la laissèrent écrire lorsqu'elle ne pouvait pas parler. Ce n'était pas un interrogatoire, mais une invitation. Émilie commença à penser que la vérité n'allait peut-être pas la détruire. Mais la peur de ce que Richard pourrait faire s'il découvrait la vérité, si celle-ci lui parvenait avant qu'elle ne soit prête, l'empêchait de dormir. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle a commencé à tout noter. Des journaux, des lettres, des souvenirs. Elle a écrit des pages de chansons auxquelles elle n'avait pas osé penser depuis des années. Certaines étaient pleines de colère, d'autres étaient douces. Toutes étaient authentiques. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans la salle de musique, elle s'est mise à chanter. Doucement, presque en chuchotant. Il n'y avait personne. Elle chanta l'une de ses propres chansons. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas comme une imposteur. Elle se sentait à nouveau Émilie. Il y avait encore des obstacles à surmonter, mais maintenant, elle avait des alliés. Elle avait Jasmine, elle avait Madame Blake, et plus que tout, elle avait sa voix. Et cette fois, elle n'allait pas l'abandonner. Le jour où Émilie fut convoquée dans le bureau du directeur, elle sut que quelque chose avait changé. Madame Blake était là, ainsi que le conseiller scolaire et une femme qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant, une représentante des services de protection de l'enfance. Elle s'assit, les mains moites, mais personne n'était en colère, personne n'éleva la voix. Ils lui posèrent des questions gentilles, sur sa maison, sur Richard, sur le silence. Émilie ne dit rien. Elle en était incapable, mais elle tendit le cahier dans lequel elle écrivait depuis des semaines. Des pages remplies de pensées, de chansons et de vérités trop lourdes à prononcer à voix haute. La femme lut pendant plusieurs minutes. Puis elle leva les yeux vers Émilie et lui dit « Tu es courageuse ». Le lendemain, Lydia vint la chercher à l'école. Elle était pâle et ses mains tremblaient. Des policiers étaient devant la maison lorsqu'elles arrivèrent. Richard se tenait sous le porche, les bras croisés,
la rage bouillonnant sous sa peau. Il ne résista pas, mais son regard se posa sur Émilie. « Tu m'as menti !» siffla-t-il. Émilie ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Il fut emmené cet après-midi-là. Le silence qui régnait dans la maison après cela n'était pas pesant, mais pur, libérateur. Mais le poids des années ne disparut pas du jour au lendemain. Il y eut des audiences, des entretiens, des évaluations. Émilie se vit attribuer un spécialiste des traumatismes. On l'encouragea à parler, mais personne ne la força. Jusqu'au jour de l'audience. Elle avait maintenant 16 ans, elle était presque adulte, mais lorsqu'elle entra dans la salle d'audience, elle se sentit comme la petite fille de 8 ans qui avait décidé de ne plus écouter. Lydia était assise à côté d'elle, nerveuse mais encourageante. De l'autre côté de la pièce, Richard était assis en silence, le visage impassible. Le juge appela Émilie à la barre. Elle se leva, marcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle s'assit et régla le micro. Il y eut un silence. Le juge lui demanda si elle voulait parler. Elle le regarda. Puis elle tourna son regard vers Richard. Et enfin, elle parla. « Je ne suis pas sourde. » Sa voix se brisa. Elle était sèche, inconnue. Mais c'était la sienne. Je ne l'ai jamais été. Je ne pouvais simplement plus l'entendre. Ces mots, ils me faisaient plus mal que tout. Alors j'ai arrêté d'écouter. J'ai arrêté de parler, parce que c'était la seule façon que je connaissais pour rester en sécurité. La salle d'audience était silencieuse. J'ai entendu chaque insulte, chaque porte claquer, chaque murmure cruel. J'ai entendu ma mère pleurer. Je m'entendais supplier pour que ça s'arrête. Et j'ai entendu le silence après, le silence qui engloutissait tout. Elle s'interrompit, les yeux remplis de larmes. Mais j'en ai assez de me taire. Lydia se couvrit la bouche et sanglota doucement. Je veux vivre. Je veux chanter à nouveau. Je veux parler sans avoir peur. Le juge acquiesça lentement. Merci, Émilie. Après l'audience, les journalistes attendaient à l'extérieur de la salle d'audience. Émilie les ignora tous. Elle resta simplement debout avec Lydia et Madame Blake, leur tenant les mains. Plus tard dans la semaine, l'école organisa un petit événement, une scène ouverte pour les élèves. Émilie ne s'était pas inscrite, mais elle vint quand même. Jasmine la rejoignit près de la scène. « Tu es là ?» lui dit-elle en signant, tout sourire. Émilie acquiesça, puis, lentement, elle s'avança. Elle se planta devant le micro. La salle se tut. Son regard balaya la foule. Elle vit sa conseillère, Madame Blake, Jasmine, Lydia. Elle a ouvert la bouche, et elle a chanté. Ce n'était pas parfait. Sa voix tremblait, se brisait par moments, mais elle avait du poids, de la vérité, du cœur. Quand elle a eu fini, la salle a éclaté en applaudissements. Émilie a souri, pas seulement avec sa bouche, mais avec tout son être. Elle avait retrouvé sa voix, et cette fois, elle était à elle pour toujours. Émilie a appris que le silence peut être à la fois une prison et un bouclier. Pendant 8 ans, elle a vécu derrière un mur de silence que personne ne pouvait briser, non pas parce qu'elle ne pouvait pas entendre, mais parce qu'elle ne supportait pas d'écouter. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une question de survie. Et pendant longtemps, c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer complètement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce silence, qui était autrefois son refuge, devienne aussi son plus lourd fardeau. Il étouffait sa voix, son identité et sa joie. Il la protégeait de la douleur, mais l'empêchait aussi de guérir. Quand elle a enfin parlé, quand elle a chanté, ce n'était pas seulement qu'un son, c'était une forme de résistance, une déclaration, une renaissance. L'histoire d'Émilie n'est pas seulement celle d'un traumatisme, c'est aussi celle de la résilience. C'est l'histoire de la force trouvée là où on s'y attendait le moins, en elle-même. Elle a compris que pour être entendue, il ne suffit pas toujours de parler fort. Parfois, c'est la vérité qui compte. C'est le courage de s'exprimer, même si la voix tremble, même si elle a été étouffée pendant des années. Elle a appris que la guérison prend du temps, mais qu'elle commence par un mot courageux, et que parfois, les voix les plus douces portent les vérités les plus fortes. Aujourd'hui, Emily Saunders n'est plus silencieuse. Elle n'est pas devenue une pop star et n'a pas cherché à être sous les feux de la rampe.
Au lieu de cela, elle a trouvé sa voie dans des endroits plus calmes, des écoles, des refuges, des centres communautaires, des endroits où d'autres filles sont assises en silence, comme elles l'étaient autrefois. Elle est devenue une défenseur des jeunes, parlant aux élèves et aux éducateurs de la violence psychologique, des blessures invisibles, du pouvoir d'écouter, vraiment écouter, ce que les enfants ne disent pas. Son histoire est devenue un pont pour ceux qui ne savaient pas comment raconter la leur. Elle anime des ateliers sur l'expression par l'écriture et la musique, aidant les jeunes à trouver des moyens sûrs de libérer ce qu'ils ont en eux. Ces séances ne sont pas bruyantes, mais elles sont puissantes. Elle les laisse écrire avant de parler, chanter avant d'expliquer, pleurer avant de se produire. Et quand il parle, elle écoute. Parfois, une fille vient la voir après et lui murmure « C'est aussi mon histoire ». Émilie sourit toujours. « Je sais », répond-elle, « tu n'es pas seule. » Lydia est aujourd'hui bénévole dans un centre d'aide local, où elle aide des femmes à reconstruire leur vie. Émilie et Lydia guérissent, ensemble, lentement, honnêtement. Le silence ne les définit plus. Leur héritage n'est pas seulement la survie, c'est la rupture du cycle. Une voix à la fois. Que feriez-vous si le silence était la seule chose qui vous protégeait? L'histoire d'Émilie n'est pas seulement la sienne, elle résonne dans la vie de tant de personnes qui souffrent en silence, craignant que la vérité ne leur apporte plus de douleur que de paix. Mais son parcours nous montre que même le silence le plus profond peut être brisé, que cette voix, même si elle a été cachée pendant longtemps, peut tout changer. Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà eu l'impression que votre voix n'avait pas d'importance? Vous êtes-vous déjà tu pour vous protéger ou pour protéger quelqu'un d'autre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos mots pourraient être le signe que quelqu'un d'autre attendait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez aider quelqu'un à briser son silence. Si cette histoire vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Parce que chaque voix mérite d'être entendue, même les plus discrètes, surtout les plus discrètes.